Bien, après avoir vu la loi binomiale et la loi de Poisson, nous allons nous intéresser aux variables aléatoires qui suivent ce que l'on appelle une loi normale. Nous allons y consacrer pas mal de vidéos à la loi normale parce que c'est une loi qui revêt une importance toute particulière. Alors, il est d'usage de dire qu'une variable aléatoire x qui suit une loi normale voit ses valeurs dépendre de causes indépendantes et d'importance sensiblement équivalentes. Cette phrase n'est pas très claire. Il vaut mieux voir des exemples. Avant de voir un premier exemple, je vais quand même vous expliquer comment fonctionne la loi normale. C'est une loi que l'on rencontre très fréquemment dans divers domaines auxquels les mathématiques s'appliquent, c'est-à-dire à peu près tous les domaines. Déjà, la loi normale est une loi continue, c'est-à-dire que les variables aléatoires qui suivent la loi normale sont des variables aléatoires continues. Alors, j'ai parlé de variables aléatoires continues et de variables aléatoires discrètes dans le cours sur les variables aléatoires, dans le chapitre variables aléatoires, et vous vous rappelez que les variables aléatoires continues ont ceci de particulier qu'elles peuvent prendre n'importe quelle valeur dans une plage d'intervalle et que ce ne sont pas des valeurs qu'elles ne peuvent pas prendre que des valeurs consécutives. D'accord ? Donc elles peuvent prendre des valeurs décimales, elles peuvent prendre des valeurs réelles, irrationnelles, elles peuvent prendre toutes les valeurs dans une plage d'intervalle. Et j'ai dit que pour les variables aléatoires continues, nous ne nous intéresserions jamais à la probabilité qu'x prenne une certaine valeur. Donc on ne calculera jamais probabilité que x égale quelque chose si x est continu, c'est-à-dire en particulier si x suit une loi normale, on ne s'intéressera que à la probabilité que x appartienne à un certain intervalle. Donc je pourrais vous demander quelle est la probabilité que x soit supérieur à 3, quelle est la probabilité que x soit inférieur à 3, quelle est la probabilité que x soit entre 3 et 5. Je pourrais jamais vous demander quelle est la probabilité que x soit égale à 3. Strictement mathématiquement parlant, ça vaut 0, mais ça n'a pas grand intérêt, on ne s'y intéressera pas. D'accord ? Donc voilà, première chose à se mettre en tête, ça n'est pas comme la loi binomiale et la loi de Poisson qui étaient des lois discrètes, c'est une loi continue. Donc on ne la traite pas de la même manière. Et la loi normale admet deux paramètres, la loi binomiale en admettait deux, ce qui était le nombre de tentatives et la probabilité de succès. La loi de Poisson admettait un seul paramètre qui était à la fois son espérance et sa variance. La loi normale admet deux paramètres qui sont son espérance, qu'on notera généralement par la lettre grecque mu, et son écart-type qu'on notera généralement par la lettre grecque sigma. Bon, ça nous règle le problème déjà de l'espérance et de l'écart-type. Ce sont les paramètres de la loi normale, donc ils seront donnés. Donc on n'aura pas de formule pour les calculer. C'est déjà plutôt une bonne nouvelle. Donc quand on donnera la loi, quand on dira que x est une variable aléatoire qui suit une loi normale, on donnera toujours son espérance et son écart-type qui sont les paramètres qui nous permettront de calculer des probabilités. D'accord ? Alors, on note la notation mathématique et celle-ci. Elle ressemble aux notations mathématiques qu'on avait adoptées pour la loi binomiale et pour la loi de Poisson. X, la variable aléatoire. L'espèce de tilde, ça veut dire suit une loi. N comme normal, donc ça veut dire x suit une loi normale. Deux paramètres, entre parenthèses, on note d'abord l'espérance et ensuite l'écart-type. Toujours dans cet ordre-là, jamais dans l'ordre inverse, parce que sinon on se mélangerait, on ne saurait plus lequel est lequel. Voilà. Alors, si essayez de décrypter de vous familiariser avec cette notation en décryptant un petit peu ce que je viens de vous écrire, x tilde n parenthèse 35,7. Qu'est-ce que vous lisez là-dessus ? Vous pouvez lire l'espérance, l'écart-type, la variance. Donc, essayez de mettre la pause et de trouver quelle est l'espérance, quel est l'écart-type, quelle est la variance d'une variable aléatoire x qui suivrait cette loi-là. Eh bien, vérifions vos réponses. Nous avons dit que le premier paramètre de la loi normale, c'était son espérance. Donc ici, le premier paramètre, c'est 35, ce qui veut dire que l'espérance de x vaut 35. Je le lis simplement sur la notation. Le deuxième paramètre, c'est l'écart-type. Donc 7, c'est l'écart-type. Sigma de x, écart-type de x vaut 7. D'accord ? Et maintenant, je vous demande v de x, la variance de x. Quelle est la variance de x ? Ça, c'est un petit rappel. On se rappelle que l'écart-type, c'est la racine carrée de la variance. Par
conséquent, la variance est le carré de l'écart type. La variance vaut 7 au carré et vaut donc 49. Donc là, vous voyez, sur cette notation mathématique, je lis toutes les caractéristiques de ma variable aléatoire. Bon, ça ne nous aide pas encore à calculer des probabilités. Il faut maintenant que je vous dise comment on calcule des probabilités. Il faudrait que je vous donne une formule qui vous permette de calculer des probabilités pour une variable aléatoire qui suit une loi normale. Ça va venir. Voici la formule de calcul. Alors, la probabilité que x soit entre deux nombres donnés que j'ai notés pour l'occasion k et l se calcule comme ceci. C'est l'intégrale entre k et l de 1 sur racine de 2pi sigma au carré, sigma c'est l'écart type, fois e puissance, c'est-à-dire exponentielle, de moins, alors il y a un signe moins qu'on ne voit pas bien ici, mais il ne faut pas l'oublier, hein, il y a un moins ici, de moins parenthèse x moins mu au carré sur 2 sigma au carré, sigma c'est toujours l'écart type, dx. Ça fait très peur quand on le voit comme ça. Ça fait très très peur. Déjà, sans doute une partie d'entre vous n'ont jamais fait de calcul intégral et donc ne peut pas comprendre ce que c'est. Et pour ceux qui n'ont fait que du calcul intégral qu'au lycée, ben je vous rassure, vous n'êtes pas non plus capable de calculer cette intégrale qui ne se calcule pas comme les intégrales qu'on voit au lycée en trouvant des primitives. Nous ne sommes pas capables de trouver des primitives de cette fonction, hein, pour ceux qui voient de quoi je parle. Hein. C'est une intégrale qui peut se calculer au moyen des nombres complexes, au moyen d'une intégrale double, ce qu'on appelle, on passe par une intégrale double, on utilise ce qu'on appelle le théorème de Fubini pour modifier les bornes d'intégration, puis on fait des changements de variables, on a de la trigonométrie. Bon, ceux qui ont fait des maths à haut niveau voient peut-être de quoi je parle, ceux qui n'ont pas fait de maths à haut niveau ont pensé que je devais parler une langue très étrange, mais bon, de toute manière, vous n'en aurez pas besoin, hein, puisque de toute manière, on se servira systématiquement de la calculatrice ou du tableur pour calculer cette probabilité. Hein, il y a des fonctionnalités sur la calculatrice, sur le tableur, loi normale, qui nous sortent directement cette probabilité. Alors, pourquoi je vous ai quand même donné cette formule? Pour deux raisons. Déjà, pour que vous voyez que les probabilités ne tombent pas du ciel, qu'elles obéissent à une certaine logique, même si vous ne savez pas expliciter cette logique en calculant à la main cette intégrale. Et d'autre part, parce que peut-être ceux qui ont vu les intégrales se rappellent qu'une intégrale, l'une des fonctions d'une intégrale, c'est de calculer la surface qu'il y a entre la courbe représentative de la fonction qui est sous le signe intégral et l'axe des abscisses. Hein, ça calcule des surfaces sous les fonctions, les intégrales. Peut-être que ça vous parle peut-être un petit peu plus. Donc en fait, si je vous traçais la courbe représentative de cette fonction, eh bien, vous pourriez un petit peu mieux voir ce que trace cette intégrale, ce que calcule cette intégrale. Eh bien, la courbe représentative de cette fonction, pour ceux qui ont déjà fait du calcul différentiel et de l'analyse fonctionnelle, ils peuvent très bien tracer la courbe représentative de cette fonction. Elle n'est pas très très difficile à étudier. Voilà, donc j'aurais dû vous afficher ça avant, on n'aurait pas à vous servir de cette formule, mais la courbe représentative de cette fonction, elle ressemble à ça. D'accord ? Ça, ceux qui savent étudier des fonctions peuvent très bien le faire si ça les amuse. Ils trouveront quelque chose comme ceci. Alors la courbe représentative de cette fonction est assez célèbre, elle porte un nom, ça s'appelle une gaussienne. D'accord ? Elle tend vers 0 au voisinage de moins l'infini, elle tend vers 0 au voisinage de plus l'infini, et elle admet un maximum quelque part. Alors ici j'ai mis le maximum sur l'axe des ordonnées, c'est-à-dire j'ai mis le maximum en 0, mais le maximum n'est pas forcément en 0. Le maximum il est où? Il est à l'espérance. Il est en fait, j'aurais mu ici. J'aurais mu ici en espérance qui nous donnerait l'endroit où se trouve le maximum de cette fonction. En fait, ça c'est ce qu'on appelle, donc c'est la fonction sous laquelle la surface va nous donner des probabilités, va nous permettre de lire des probabilités, hein, je vais le dire simplement. Alors, une règle, c'est que pour que cette fonction soit capable de nous calculer les probabilités, alors la surface totale depuis moins l'infini et jusqu'à plus l'infini doit être égale à 1. Hein, c'est la même chose que de vous dire que la probabilité d'un événement certain vaut 1. D'accord ?
Donc la fonction doit toujours être positive, ce qui est le cas, et la surface totale doit être égale à 1. Alors ça c'est l'utilité de ce gros 1 sur racine carrée de pi sigma au carré. Vous comprenez peut-être pas d'où il sort, mais en fait il est là parce qu'on divise par ce qu'il faut pour que la surface soit égale à 1. Donc voilà, ça vous explique aussi pourquoi cette formule est si compliquée que ça. Alors cette gaussienne, elle est assez parlante. On va s'arrêter un petit instant dessus. Comme je l'ai dit, le maximum de la gaussienne, il n'est pas en 0, il est en mu, en l'espérance. D'accord? Ici c'est mu, c'est l'espérance. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire sur le comportement de la variable aléatoire? Eh bien, ça veut dire que notre variable aléatoire va avoir une forte probabilité de prendre des valeurs qui se trouvent autour de la moyenne. Des valeurs qui se trouvent autour de la moyenne seront des valeurs très probables pour une variable aléatoire qui suit une loi normale. Et plus on s'éloigne de la moyenne, plus on rentre dans le registre de l'exceptionnel. D'accord? Et c'est là qu'on voit qu'il y a plein d'exemples qui nous montent en tête de variables aléatoires qui suivent une loi normale. Par exemple, vous étudiez les tailles d'une très grande population, les tailles par exemple de tous les hommes français, et bien vous voyez qu'il y a une taille moyenne autour de laquelle la plupart des hommes se situent, et qu'il y a très peu d'hommes qui sont très grands et très peu d'hommes qui sont très petits. Au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la taille moyenne des hommes, on a de moins en moins d'hommes qui sont de cette taille-là. Voilà, la loi normale convient à tout ce pourquoi les valeurs sont concentrées, les valeurs sont plus probablement concentrées autour de la moyenne, et qui s'éloignent symétriquement de la moyenne, dont la probabilité baisse de manière symétrique en s'éloignant de la moyenne. On trouve plein d'exemples de variables aléatoires qui suivent la loi normale. C'est sans doute pour ça que cette loi s'appelle loi normale. D'accord ? Alors, voilà comment on lit des probabilités. Par exemple, si vous voulez la probabilité qu'une variable aléatoire soit entre 0,2 et 1,9, si elle suit une loi normale, et bien vous repérez, comme je viens de le faire, 0,2 et 1,9 sur l'axe des abscisses, et ça vous fait, voilà, ça vous délimite une partie de la surface sous la courbe, et cette partie-là de la surface sous la courbe sera un nombre entre 0 et 1, forcément, puisque 1, c'est toute la surface de moins l'infini à plus l'infini, et ce sera la probabilité que cette variable aléatoire prenne les valeurs entre, par exemple, ici, 0,2 et 1,9, mais ça marche pour n'importe quel nombre. D'accord ? Alors, sans plus attendre, eh bien, on va voir un exemple concret de variable aléatoire qui suit une loi normale. Alors voyons notre exemple. On va aller dans un magasin de chaussures et on va admettre qu'il y a une étude statistique qui a montré qu'un client quelconque, en moyenne, les clients faisaient pour 120 € d'achat avec 15 € d'écart type en plus ou en moins. D'accord ? Et on cherche à connaître la probabilité que le prochain client paye entre 100 et 115 €. Le prochain client va rentrer, on ne sait pas pour combien il va acheter. Quelle est la probabilité qu'il achète pour un montant compris entre 100 et 115 €. Et bien ça se calcule très facilement par la loi normale. Alors, on va définir déjà une variable aléatoire x qui va compter ce qui nous intéresse. Est-ce que vous êtes capable de compléter la première phrase? On appelle x la variable aléatoire qui compte. Ce qui nous intéresse, c'est combien paye le client. Donc on va dire qu'on appelle x la variable aléatoire comptant la dépense du prochain client. D'accord? Alors là, ça n'est pas dit explicitement, mais on va supposer, parce que c'est extrêmement cohérent, que si la moyenne des achats est de 120 €, eh ben on a une plus grande partie des clients qui achètent autour de 120 € et qu'au fur et à mesure qu'on s'éloigne des 120 €, on obtient des sommes moins probables, et on va supposer pour les besoins de la cause que ça descend de manière assez symétrique, ce qui nous donne bien l'idée de la courbe, la gaussienne qu'on a vue à la diapo précédente, et qui nous permet de supposer que x suit une loi. Est-ce que vous pouvez écrire la loi de x avec les paramètres? Donc x suit une loi normale de paramètres 120 de moyenne et 15 d'écart type. Donc vous voyez, j'ai écrit la loi de x en respectant bien l'ordre des paramètres que j'avais donné précédemment.
D'accord? Et maintenant, qu'est-ce qu'on cherche à calculer? On cherche à calculer la probabilité que le prochain client paye entre 100 et 115 euros, donc la probabilité que X soit compris entre 100 et 115. Hein, ça s'écrit comme ceci. Probabilité, vous voyez bien, probabilité que X soit compris entre 100 et 115. Donc ça, évidemment, il est hors de question de calculer l'intégrale à la main. On fait appel à une calculatrice. J'ai des vidéos en ligne qui vous expliquent les manips à la calculatrice, ou alors au tableur. On trouve une valeur de 27,82% et on en déduit qu'il y a environ 27,82% de chances que le prochain client dépense entre 100 et 115 euros. Donc voilà, en gros, comment marche la loi normale. On verra d'autres applications de la loi normale dans les vidéos suivantes. Et pour le mode de calcul, je vous invite, en fonction de la calculatrice que vous avez, ou si vous voulez le faire au tableur, à vous reporter à la vidéo correspondante qui vous explique comment faire.